J'étais en terminale, mais je connaissais Robbie Mercer depuis presque 10 ans. C'était le genre de personne qu'on reconnaît de vue, même sans vraiment la connaître. Le mec était un peu geek et super maladroit, ce qui explique pourquoi il mangeait seul, faisait ses devoirs à la bibliothèque pendant les heures libres et n'allait jamais aux matchs de foot, ni aux fêtes ou quoi que ce soit de social. Mais il était aussi mignon dans son genre, ce qui donnait envie de l'encourager. J'avais toujours pensé qu'il avait juste besoin qu'on lui donne sa chance, et c'est pour ça que ça ne m'a pas dérangé quand il m'a écrit sur Instagram juste après avoir posté cette vidéo du petit singe. Punch est littéralement la chose la plus mignonne d'Internet. Je suis complètement obsédé par sa petite bouille toute ridée, il a écrit. « Oh mon Dieu, tu déconnes ?» J'ai répondu. On a commencé à discuter et je me suis surprise à sourire devant mon téléphone. Robbie était drôle, un peu maladroit, mais de façon attachante. Il m'envoyait plus de vidéos de coups de poing et on parlait de l'école, de la musique et d'autres trucs importants. Mais bientôt, il a commencé à m'envoyer des textos littéralement tous les jours. Il m'envoyait des punch reels, des messages de bonjour et des questions sur ma journée et ma vie. Il m'envoyait des messages pendant les cours, le dîner et même au milieu de la nuit. C'est arrivé au point où mon téléphone ne cessait de vibrer et les messages devenaient de plus en plus personnels. « Tu es ma meilleure et unique amie, Julia. J'aimerais qu'on puisse être plus que ça, » a-t-il envoyé un soir, même si on ne s'était jamais vu en personne. Il a essayé de m'appeler plusieurs fois par jour. Quand je ne répondais pas, il m'envoyait des paragraphes pour dire à quel point ma voix lui manquait. Je me sentais mal pour lui, mais c'était de plus en plus écrasant. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace. Il m'a envoyé 20 messages en réponse, me demandant ce qu'il avait fait de mal. J'ai essayé d'être douce, mais je ne trouvais aucun moyen de l'arrêter. Alors, je l'ai bloqué. Cette nuit-là, je me suis réveillé à un bruit étrange dans ma chambre. J'ai ouvert les yeux et une silhouette se tenait dans le coin près de mon placard. Il était grand et portait ce qui ressemblait à un costume de singe. Les grands yeux en plastique captaient la lumière de ma fenêtre et j'ai crié « Non, non, n'aie pas peur, Julia !» dit Robbie en se précipitant près de mon lit. « C'est juste moi, comme Punch. Tu aimes Punch, non ?» J'ai crié encore et reculé sur mon lit jusqu'à la tête de lit. Il s'approchait, le masque incliné comme s'il m'observait. « Ma vie est comme celle de Punch, » rit-il. « Je suis seul et indésirable, moi aussi. Personne ne veut de moi. Mais toi, tu es différente. Tu m'as souri dans le couloir et répondu à mes messages. » Il tendit la main, tenant une petite peluche singe. « Je veux que tu sois à moi, Julia, » murmura-t-il. « Ma peluche. On peut être ensemble comme Punch et son maître. » Soudain, j'entendis des pas lourds dans le couloir. « Julia, Julia !» Mon père criait mon nom de l'autre côté. Malheureusement, la porte de ma chambre était verrouillée. « Rob, bye, s'il te plaît. » J'ai articulé, mais impossible de former une phrase. J'avais juste tellement peur. J'entendais mon père se jeter contre l'encadrement de la porte. Après la 4e ou 5e tentative, elle céda sur ses gonds. Robbie se tourna vers le bruit. Le masque pivota, et pendant une seconde, il resta figé, comme s'il n'avait pas prévu ça. À ce moment-là, mon père avait défoncé la porte et s'était jeté sur lui. Robbie ne s'est pas battu. Il s'est simplement rendu pendant que mon père le plaquait au sol. Ma mère appelait la police. J'étais toujours collé contre ma tête de lit, tremblant tellement que mes dents claquaient. La police est venue et l'a emmené, toujours vêtu du costume. Ils ont découvert plus tard qu'il avait tout planifié pendant des semaines. Il avait repéré ma fenêtre en observant la maison depuis la rue et avait grimpé à l'arbre pour entrer. Il était dans ma chambre depuis presque 20 minutes avant que je me réveille. Il a dit à la police qu'il m'aimait, qu'on avait un lien et que j'étais la seule à avoir été gentille avec lui. Il voulait qu'on soit ensemble, comme Punch et son propriétaire. Il avait apporté le singe en peluche en signe d'amour, dit que je pouvais le garder et penser à lui quand je le regardais. Ils ont envoyé Robbie dans un centre pour mineurs. Il y resterait un moment. Papa m'a obtenu une ordonnance restrictive qui va au-delà. Mes parents ont installé des caméras et de meilleures serrures et j'ai changé d'école en pleine terminale.
Pourtant, je ne peux plus regarder les vidéos de Punch, ni même voir des images de singes sans que ma poitrine se serre. Mes amis ne comprennent pas pourquoi j'ai bloqué tous les comptes animaliers dont j'étais dingue. Je ne leur ai jamais dit la vraie raison. Parce qu'à chaque fois que je vois ces grands yeux et ce petit visage impuissant, je suis de retour dans mon lit à 3 heures du matin, avec Robbie debout dans le coin portant ce masque, l'entendant dire qu'il voulait que je sois sa peluche, comme si j'étais un jouet qu'il pouvait garder dans sa chambre et serrer quand il se sentait seul. Et je pense au fait que je lui ai souri une fois dans le couloir, répondu à ses messages parce que j'avais pitié de lui. Je me demande combien d'autres filles ont fait la même erreur, ont été gentilles avec le gars discret parce que la gentillesse ne coûte rien, et combien d'entre elles dorment encore paisiblement sans vérifier d'abord les coins de leur chambre. Je suis Olivia Bennett, et ça s'est passé 7 mois après mon déménagement, parce que je croyais que l'indépendance me rendrait plus forte. J'avais toujours voulu faire médecine, et vivre seul me semblait être le genre de sacrifice que font les gens sérieux. La plupart du temps, Instagram était la seule chose qui me rappelait que je vivais pas sous une roche, donc j'étais assez active sur Instagram. La demande d'abonnement est arrivée vers 23h30 un mercredi soir, pendant que je révisais un examen de bio à mon bureau. Le compte s'appelait @Emily. Ça avait l'air d'un compte bot parce qu'il n'y avait pas de photo de profil, de post, ni d'abonnés. J'aurais dû refuser direct. Mais j'avais 19 ans, j'étais crevé, je réfléchissais pas vraiment. Et j'avais reçu des dizaines de demandes random cette semaine-là de gens qui créaient des nouveaux comptes ou des bots ou je sais pas quoi. Je l'ai accepté sans réfléchir et je suis retourné à mes notes sur la respiration cellulaire. Quelques secondes après, mon téléphone a vibré. @Emily avait posté une story. J'ai cliqué dessus, plus par curiosité qu'autre chose. L'image s'est chargée et mon estomac s'est noué. C'était indéniablement ma maison. La photo venait de la rue, mais on voyait ma fenêtre au 2e étage. Les rideaux ouverts, les lumières allumées, et en plissant les yeux, on distinguait mon ombre sous la lampe de bureau, près de ma bibliothèque. Avant que je réalise, un message est arrivé. « Tu devrais éteindre ça maintenant, Olivia. » Mes mains se sont mises à trembler. Ma bouche s'est asséchée. Je me suis levé d'un bond. J'ai éteint la lampe et fermé les rideaux. Ma chambre est devenue sombre, sauf la lueur de mon écran. Je suis resté là, dans le noir, essayant de comprendre. À ce moment-là, mon téléphone a vibré de nouveau. Emily avait posté une autre story. Je l'ai ouverte, le cœur battant, et j'ai failli hurler. La story s'est actualisée. C'était ma maison encore, mais de l'intérieur cette fois. La photo avait été prise au ras du sol, comme si quelqu'un s'était accroupi dans mon couloir, l'appareil pointé droit vers la porte de ma chambre. Ma poitrine se serra. Ils étaient à l'intérieur de ma maison, assez proches pour s'y déplacer, prendre des photos et les poster pendant que je restais figé dans ma chambre sombre, terrifié à l'idée de faire le moindre bruit. Je me suis précipité pour verrouiller la porte de ma chambre avant d'attraper mon téléphone et de composer le 911. Je gardais ma tête collée contre la porte pour écouter les bruits pendant que l'appel se connectait et que l'opératrice répondait. J'ai chuchoté que quelqu'un était dans ma maison. Elle m'a dit de trouver un endroit où me cacher et de rester en ligne. Je me suis glissé dans mon placard, j'ai refermé la porte et je suis resté là dans le noir, mon téléphone collé à l'oreille et ma main libre sur la bouche pour m'empêcher de faire du bruit. J'entendais un léger frottement dans le couloir, suivi d'un petit rire étouffé qui me nouait l'estomac. L'opératrice n'a cessé de me parler pendant qu'elle me disait que la police arrivait. Et je suis resté recroquevillé dans ce placard, comptant mes respirations et sursautant à chaque bruit de la maison. À un moment donné, j'ai revérifié Instagram. Le compte était hors ligne, mais n'avait pas supprimé les photos. Quand la police est arrivée, je sanglotais tellement que j'avais du mal à parler. Un officier m'a consolé pendant qu'un autre fouillait toute la maison. Ils ont trouvé ma porte arrière déverrouillée, mais tout le reste était à sa place. Ils ont pris mon téléphone et ont regardé le compte Instagram. @Emily était toujours là, mais les 2 stories avaient expiré.
Un policier a quand même pris des captures d'écran et m'a demandé si je connaissais quelqu'un nommé Emily. Je leur ai dit que non. Ils ont déposé un rapport et m'ont dit de changer mes serrures et d'installer des caméras. Un officier m'a suggéré de rester ailleurs quelques jours. J'ai appelé mes parents et ils sont venus me chercher à 2h du matin. Je n'ai jamais remis les pieds dans cette maison. Mes parents ont déménagé mes affaires la semaine suivante pendant que je restais chez eux. On a mis la maison en vente 1 mois plus tard. J'ai fini ma pré-médecine et choisi une fac dans un autre état. Je serai diplômé dans 6 mois, mais la police ne les a toujours pas retrouvés. Je pense pas qu'ils y arriveront un jour. Le comte Atemili a complètement disparu le lendemain, comme s'il n'avait jamais existé. Ils ont tracé l'adresse IP jusqu'à une bibliothèque publique à 3 villes d'ici, mais les images de cette nuit-là avaient déjà été écrasées quand ils ont vérifié. J'ai essayé de tourner la page et d'avancer, mais l'épisode reste quelque part au fond de mon esprit, et je peux pas m'empêcher de revivre cette nuit encore et encore. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il voulait? Comment savait-il exactement où se trouvaient ma maison et ma chambre? Je me demande s'ils sont toujours là dehors et ont trouvé quelqu'un d'autre à suivre. Quelqu'un dont la fenêtre de chambre est visible depuis la rue et qui accepte les demandes d'abonnement de compte vide à 23h30 sans réfléchir à 2 fois. J'ai posté une story amis proches Instagram à 1h40 du matin un samedi. Insomnie et rien de mieux à faire. C'était une vidéo de ma télé diffusant une télé-réalité dans le noir, mes pieds sur la table basse. Du contenu sans intérêt, mais je faisais toujours ça quand je m'ennuyais et voulais que mes amis sachent que j'étais réveillé. D'habitude, quelqu'un de la liste m'envoyait un message et on se chamaillait sur un truc jusqu'à ce que le sommeil nous gagne. Ma liste d'amis proches comptait exactement 12 personnes. Des colocataires de fac, quelques cousins et ma meilleure amie d'enfance, Divya. Mon téléphone a vibré avec une réaction en quelques secondes. C'était un emoji flamme. J'ai tapé pour voir qui c'était, et le nom m'a fait froncer les sourcils. C'était un gars nommé Rohan. J'ai tapé sur sa photo de profil et je me suis souvenu de lui, un terminal de mon lycée. On s'était à peine parlé à l'époque, juste quelques échanges pendant les fêtes scolaires, et même ça s'était arrêté après le bac. Je fixais son nom, essayant de me rappeler si je l'avais ajouté à mes amis proches. J'ai toujours fait très attention et gardé ça restreint. J'ai vérifié mes paramètres, retiré son ID et essayé de me convaincre que je l'avais peut-être ajouté par erreur, mais ça ne collait pas. Avec un soupir, j'ai posé mon téléphone et essayé de me concentrer sur la série à la place. Mais le vibreur de mon téléphone a attiré mon attention. Je l'ai pris et c'était encore Rohan. J'ai ouvert la boîte de réception et j'ai failli lâcher mon téléphone. Il m'avait envoyé un texto. « Retourne-toi, mon estomac s'est noué. » Je suis resté figé sur mon canapé, fixant ces 2 mots, avant de jeter lentement un coup d'œil par-dessus mon épaule vers le salon vide derrière moi. Mais mon appartement était exactement comme d'habitude. Avant que je puisse me remettre du choc, un autre message est arrivé. Non, l'autre pièce. Il parlait de ma chambre. Ma respiration s'est accélérée. Je pouvais voir la porte depuis le canapé. Elle était entr'ouverte, mais je savais l'avoir fermée par habitude avant de m'asseoir. J'ai tendu l'oreille et entendu des pas feutrés résonner dans l'espace. Ils venèrent de ma chambre. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé mon téléphone et couru hors de l'appartement. J'ai appelé la police du hall, les mains tremblant tellement que je tenais à peine le téléphone. Ils sont arrivés en 10 minutes environ. 2 agents sont montés chez moi, pendant que j'attendais en bas avec un 3e. Ils sont restés là-haut longtemps. Quand ils sont redescendus, l'un d'eux escortait Rohan menotté. Il était resté sous mon lit pendant des heures. L'agent m'a dit qu'ils avaient trouvé son téléphone ouvert sur Instagram. Il regardait mes stories en temps réel depuis sous mon lit. Au commissariat, Rohan a expliqué comment il avait fait. 3 semaines plus tôt, j'étais dans un café près du bureau, sur mon portable. Rohan était là aussi. Je ne l'avais pas remarqué. Il s'était mis derrière moi, assez près pour voir mon écran pendant que je regardais les paramètres Instagram.
Il avait créé un faux compte en se faisant passer pour l'une de ces personnes et m'envoyait des demandes d'abonnement les semaines suivantes. J'avais accepté sans réfléchir car je reconnaissais le nom et pensais que c'était un deuxième compte ou que je l'avais oublié la première fois. Son faux compte voyait tout ce que je postais en amis proches et il m'observait depuis des semaines, voyant tout ce que je croyais privé. Il avait étudié mes habitudes et mon emploi du temps avant de tout planifier. Grâce aux stories, il a compris que je laissais toujours la petite fenêtre arrière entrouverte la nuit pour l'air frais et a attendu le bon moment pour entrer. Il s'est ensuite caché sous mon lit et regardait mes stories, attendant le bon moment pour agir. Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça et ce qu'il comptait faire, il a dit qu'il voulait prendre des photos de moi pendant que je dormais, disait qu'il allait les poster sur Instagram. J'ai quitté mon appartement 2 jours plus tard. Je ne pouvais pas y passer une nuit de plus, sachant qu'il avait été sous mon lit. Malgré mes amis qui essayaient de me convaincre que ce n'était pas de ma faute, j'ai supprimé mon compte Instagram et j'ai même changé de numéro. Je vois un thérapeute spécialisé dans les cas de traumatisme et de harcèlement. La police m'a aidé à obtenir une ordonnance restrictive qui semblait inutile, mais c'était tout ce que le système judiciaire pouvait offrir. Ça fait des mois. Mon entreprise m'a transféré dans une autre ville. Le quartier est sûr, mais j'ai 3 verrous sur ma porte et des caméras dans chaque pièce reliées à mon téléphone. Je regarde sous mon lit chaque soir avant de dormir et je n'y arrive toujours pas sans que mon cœur s'emballe et mes mains tremblent, parce que je sais que la vie privée est un mythe et que les amis proches ne signifient rien. Que quelqu'un puisse vous observer à travers un écran alors qu'il est allongé à 1,50 m dans le noir sous votre lit. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'avais pas fui et je suis reconnaissante de ne jamais avoir eu à le découvrir.